Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, en ce mois de juin, la hackeuse qui illustre cette vidéo, c'est Marina Boshenkova, qui a fait un talk à l'Insomniac cette année, en mars du coup, sur l'enfer que c'est de se débarrasser du NTLM en entreprise. Parce que contrairement à ce que dit Microsoft ça y est, recommande de désactiver NTLM partout puisque c'est impossible à sécuriser. Mais il y a tellement de ramifications de tous les sens, et ce talk illustre bien cette problématique. Du coup, ce mois-ci, on va faire une machine qui montre à quel point on peut utiliser NTLM pour compromettre du coup une machine. Donc la machine s'appelle Breach. Et avant, comme chaque mois, on va faire la minute frime. Et la minute frime, elle est un petit peu en lien dans le sens où le créateur de la machine Breach, c'est XCT, et XCT il a fait un paquet de choses, notamment des mini prolabs, qui avant d'ailleurs n'étaient pas sur Hack-the-Box, mais qui ont été mis sur Hack-the-Box. Et dans les mini prolabs qu'a fait XCT, il y a Intercept, qui est un prolab sympathique. Alors sympathique pour les moins expérimentés, puisque moi j'ai rien appris en faisant ce prolab, donc les plus seniors, on va rien apprendre de nouveau, mais par contre, ce qui est bien, c'est que c'est des vulnérabilités qui sont présentes quand on déploie la configuration par défaut de Windows, de Microsoft, d'Active Directory, et du coup c'est des choses qu'on peut voir quand même assez fréquemment, puisqu'il y a beaucoup de clients qui s'embêtent pas et déploient sans modifier la configuration par défaut, et du coup il y a des choses exploitables quand c'est le cas, et donc ce mini prolab a l'avantage de mettre ça en avant. Et deuxième partie de cette minute frime, comme chaque mois, en ce moment je fais un mini prolab et un des sites sur lesquels je suis sitemaster. Et donc le troisième site où je suis sitemaster, c'est donc je rappelle un sitemaster, c'est la vidéo du mois dernier, c'est quand on a poney tous les challenges d'un site, et donc on a Red Tiger Hackit, un site allemand qui est relativement facile, sur lequel c'est relativement facile de devenir sitemaster, puisqu'il n'y a que 10 chals. Donc une fois qu'on a fini ces 10 chals qui sont de l'injection SQL, on est sitmasters, et on voit qu'il y a 1081 personnes qui ont fait ça, donc effectivement ce sont des points faciles pour le classement de Witchal. Et d'ailleurs, en parlant du classement Witchal, on va voir que sur ma minute insolite, ce mois-ci on a une minute insolite, on va reparler de ce classement, mais avant ça, je vais d'abord parler de cet article sur les vols de données en France qui sont faits par des jeunes, voire très jeunes, puisque là il parle de moins de 25 ans, mais c'est plutôt 16 à 21 ans, voire encore plus jeune. Je crois qu'il y en a un c'était 15 ans sur la MTS, mais ça, je dis ça de mémoire, à vérifier. En tout cas, toujours est-il que ce qui est surprenant sur ces nouveaux profils de hackers, c'est qu'ils sont pas très futés, ils sont jeunes, et donc assez naïfs, et donc ils s'amusent, on va dire, c'est plus de l'amusement, parce que apparemment ils font même pas de l'argent avec ça, et du coup ils se rendent pas compte des conséquences de leurs actes, et comme ça, évidemment, voler des données, ça a des conséquences, et bien ils finissent dans la case prison. Et du coup c'est intéressant d'écouter l'interview de Brut, de ce hacker français qui a fait 8 mois de prison au Maroc avant de partir finir ses 3 ans de prison aux États-Unis, extradé. Puisqu'on le voit, il est assez sympathique quand on écoute l'interview, naïf mais sympathique, et ça montre aussi à quel point si vous ciblez, si un hack cible des entreprises américaines, ou que ça passe par des serveurs américains pour hacker autre chose, et les Américains s'arrogent le droit de emprisonner sur leur pays la personne qui fait ça. C'est le cas de ce hacker qui a pourtant fait son possible pour essayer d'être emprisonné en France, mais ça n'a pas marché. Il a fait donc ses 3 ans de prison, en partie au Maroc et ensuite aux États-Unis. Voilà, donc insolite, ces nouveaux hackers pas très futés.
et si on prend l'autre pendant, donc les hackers pas très futés, en face il y a des hackers futés, et c'est là où je reviens sur le challenge, enfin sur le classement général de Wichal. Dans un premier temps, il faut que j'explique la différence entre le classement général et le Active Seat Ranking, puisque le classement général se veut être un classement de tous les temps, c'est-à-dire que il prend en compte tous les sites existants actuellement, Route.me et compagnie, mais aussi des sites qui ont existé par le passé et qui n'existent plus aujourd'hui. Donc c'est pour ça que l'idée c'est que quand on résout des challenges, on le fait sur une fenêtre de temps, je sais pas, on va dire de 2000 à 2020. Mais tous les sites qui existaient avant 2000, ils ont rapporté des gens qui ont commencé avant de résoudre des challenges. Et tous les sites qui n'existaient pas à l'époque, mais qui existeront, rapporteront des points donc aux futurs hackeuses et hackers. Et donc voilà, ce classement, il se veut un peu classement de tous les temps. Alors que si on veut le classement de tous les sites qui sont actifs en ce moment, il y a un classement qui s'appelle Active Site Ranking. Et pourquoi je parle de ça? Parce que si on regarde ce classement des sites actuels, on voit que les deux premiers, ils ne sont pas du tout dans le classement général. Le troisième est dans le classement général, d'ailleurs ça bouge pas pour lui, mais par contre les deux autres, ils apparaissent pas. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait on peut choisir de ne pas apparaître dans le classement général, c'est une case à cocher sur Wichal. Et donc en fait ils sont super forts, mais ne souhaitent pas l'afficher. Donc c'est très humble de leur part. Et donc comme on peut le voir, AACDAI, il a 734 000 points, donc en fait s'il était dans le classement il serait 3ème mondial sur le classement de tous les temps. Et sur le classement des sites actifs il est premier, il ou elle d'ailleurs, je sais pas si c'est un homme ou une femme. En tout cas, c'est pas une intelligence artificielle, comme le pourrait laisser penser son nom avec AI dedans. Je lui ai posé la question parce que je me suis dit ouais c'est pas possible, est-ce qu'il utilise une AI tellement c'est impressionnant à quel point il gagne beaucoup de points vite. Et non, c'est bien un humain ou une humaine qui flaque d'ailleurs depuis assez longtemps. Et du coup c'est rassurant aussi parce que ça veut dire que j'ai aussi contacté Ginix, enfin globalement tous les meilleurs mondiaux ce sont des humains, il n'y a pas pour l'instant d'IA qui arrive à concurrencer les humains sur ce classement. Voilà pour la minute insolite. Alors revenons sur notre machine du mois à poney qui était donc bullish, et on va voir à quel point le NTLM est une brèche difficile à colmater. Donc comme à chaque fois, pour gagner du temps, j'ai déjà fait le scan and map en amont. On voit avec ce scan de ports que il y a beaucoup de ports ouverts et que ce sont des ports associés à un contrôleur de domaine, notamment le port 88 pour Kerberos, 389 pour LDAP. Et chose plus rare sur un contrôleur de domaine, on a le 1433 qui est ouvert pour le MS SQL. Généralement c'est pas recommandé, mais les petites boîtes qui n'ont pas beaucoup de budget, ça leur arrive de tout mettre sur le même serveur. Voilà pour le scan and map. Du coup je vais me connecter en SMB à ce DC, à ce contrôleur de domaine, pour générer un fichier host qui me servira pour avoir la bonne transcription des noms de machines vis-à-vis de l'IP. Et normalement je l'ai déjà fait en amont, donc si je fais push, on voit que sur mon fichier host officiel il est bien configuré comme il faut. Ensuite on va essayer de voir si on peut se connecter en SMB avec un compte invité. Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut énumérer via RID des utilisateurs et des utilisatrices? Eh bien oui, c'est le cas. Ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il y a une configuration qui en gros là autorise la connexion invitée déjà. Et ensuite parce que le RID c'est des identifiants assez anciens dans l'histoire de Windows qui utilisent donc qui s'incrémentent. Donc on voit que le 500 par exemple c'est tout le temps administrator. Et donc on incrémente comme ça, et c'est comme ça qu'on obtient une liste d'utilisateurs du domaine bullish, et d'utilisateurs à la fois des noms d'humains, en tout cas des noms, ils semblent être des comptes utilisateurs associés à des gens,
et aussi des comptes de service, puisque SVC MS SQL est probablement un compte de service pour MS SQL. Une fois qu'on a vu ça, on peut regarder les classiques, à savoir les partages. Est-ce que j'ai accès à un partage avec le compte invité, puisque j'ai pas de compte à l'heure actuelle, j'ai pas les mots de passe associés au compte qu'on a énuméré en amont. Et on voit que j'ai les droits d'écriture sur un partage, et ça c'est bingo. Pourquoi? Parce que il y a un outil, enfin il y a plusieurs outils, hein, mais on peut utiliser par exemple l'outil NTLM Theft qui permet de voler des HNTLM en mettant des fichiers dans un partage, et si ce partage est accédé par d'autres comptes, et bien ils vont générer des requêtes NTLM. Pour précision, en pentest du coup faut valider avec le client si on a le droit de faire ça, puisque quelque part il y a un petit peu d'ingénierie sociale, c'est-à-dire que là on a besoin d'une interaction utilisateur pour faire ça. En général le client il est ok, puisque il n'y a pas trop d'impact sur la prod. Par contre, autre précision importante, en pentest généralement on est sur des temps très courts, et du coup si c'est des partages qui sont peu accédés, et ce qui est le cas sur la plupart des partages, ça va rien donner. Après, vu que ça prend 30 secondes, comme on va le voir, de générer ces fichiers et de les mettre, autant le faire, et sait-on jamais, il faut penser à les enlever à la fin, et faut essayer d'avoir un partage où il y a beaucoup de monde. Après, ça peut arriver qu'il y ait des partages où il y a beaucoup de connexions et de beaucoup de gens, et là du coup c'est la pluie de LNTLM, c'est assez marrant. Ok, tout ceci étant dit, jouons avec ça. Donc le script Python est là. On va lui donner comme argument -all pour tous les fichiers, comme ça nous permettra de voir qu'il y en a beaucoup qui sont... il y a beaucoup de formats utilisables pour faire ça, pour piquer un hash NTLM. Ensuite, la connexion à NTLM, il faut bien que ce soit vers une machine qu'on possède, et donc il faut mettre l'adresse IP visible par la cible de notre machine attaquante. Et enfin, il faut donner un truc qui donne envie de cliquer. Donc en gros, en fonction du contexte de la cible, il faut mettre un nom qui soit susceptible d'être réaliste et qui donne envie d'aller dans le répertoire. Donc là, c'est pas réaliste, mais c'est pour que ce soit bien représentatif. Donc comme on peut le voir, il a généré tous ces fichiers qui sont utilisables, tous ces formats qui sont utilisables pour récupérer un HNTLM. On voit que parfois c'est plusieurs fois le même format, mais c'est parce qu'il y a des techniques différentes, par exemple sur DocX, pour faire ça. Voilà, donc avant de les mettre sur le partage où on a les droits en écriture, il faut d'abord lancer le serveur qui récupérera les connexions NTLM, et pour cela on va utiliser Responder. Responder, donc si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos où j'ai déjà parlé de ça. Typiquement sur Responder, j'en avais déjà parlé sur la machine Guidi, qui date d'il y a 5 ans, donc c'est Responder, ça fait un moment qu'on l'utilise, d'ailleurs de moins en moins, puisqu'il y a quand même de plus en plus d'environnements où il n'y a plus du tout de NTLM, et du coup Responder n'est plus utile. Ok, donc maintenant que j'ai mon Responder en écoute, je vais me connecter avec le compte invité sur le partage où on a des droits d'écriture. Ici c'est transfert, et j'ai oublié de reset la machine, donc il y en a déjà. Mais je montre pour montrer comment ça marche. Donc là je fais un input, j'envoie tous les trucs, et c'est ça qui doit générer les connexions de Julia Wong vers ma machine. Et du coup, quand on utilise Responder sur Kali, les logs ils sont dans le répertoire USR Share Responder Log. Et donc là on voit qu'il y a effectivement les logs associés à ces connexions NTLM de Julia Wong. Ici j'affiche le fichier
on voit que j'ai bien les HNTLM de Julia Wong, NTLM V2. Et du coup, ce qui est bien, c'est que c'est directement au format utilisable pour H4. Donc je vais pouvoir faire un H4. En vrai, je peux faire ça. H4. Et on met le dictionnaire qu'on veut utiliser. Donc sur Hack-the-Box, la règle c'est que RockQ doit fonctionner. Si c'était un client français, ça marcherait pas si bien que ça, RockQ. Surtout qu'aujourd'hui, quand même, on a souvent des clients qui ont des mots de passe costauds, pas simples à craquer. Mais ici, ça passe sans problème, puisque le mot de passe c'est Computer 1. Donc, mot de passe assez simple et assez fréquent. Il ne reste plus qu'à vérifier qu'on a accès en SMB avec le compte de Julia Wong et ce mot de passe. Ça passe. Donc, on a bien le compromis mot de passe de Julia Wong. Parfait. Donc maintenant qu'on a un compte utilisateur, on va pouvoir récupérer les informations de l'Active Directory pour jouer avec Bloodhunt. Mais pour faire ça, on va passer par... pour jouer avec Bloodhunt, il faut d'abord récupérer les informations, et ces informations, elles se récupèrent à travers les connexions Kerberos. Et donc pour que les connexions Kerberos fonctionnent, il faut qu'on soit synchronisé au niveau temps sur la cible. Donc là, je me synchronise avec NTPDate. Maintenant que je suis synchronisé niveau Kerberos, enfin niveau temps avec la cible, je vais pouvoir récupérer les informations avec Bloodhunt Python. On l'a déjà fait par le passé, je ne réexplique pas. Ah, on a un petit souci. Timeout sur le DNS. J'ai pas mis la bonne IP, je pense. Ouais, c'est ça. Tac. Donc là, c'est s'il y a besoin, parfois il se débrouille tout seul pour trouver le bon serveur de domaine, parfois il faut lui spécifier, donc là je lui ai spécifié que le DNS c'était sur le domaine contrôleur qui a cette IP en question. Et là on a quoi? Petite erreur, je pense pas que ça va impacter trop. J'ai mis un -zip comme ça devrait nous générer ici un zip qu'on pourra ensuite envoyer sur Bloodhunt. Bloodhunt, du coup, je vais pas le lancer sur Kali. Je sais pas pourquoi sur cette VM Kali, j'ai pas réussi à faire marcher. J'ai jamais réussi à faire marcher la nouvelle version de Bloodhunt avec les Bloodhunt-setup là et Bloodhunt-start. Donc s'il y a une astuce que vous connaissez à faire pour que ça fonctionne, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais du coup là moi je vais utiliser un Bloodhunt qui est sur une autre machine qui est sur Ubuntu, et là sur Ubuntu ça marche. Mais c'est vrai qu'on galère beaucoup plus à faire marcher Bloodhunt depuis que c'est passé Bloodhunt c'est Community Edition. Avant c'était beaucoup plus flex on va dire. Et donc il en met du temps. Donc en attendant, je vais regarder un peu la syntaxe, hein. Donc j'ai mis -v pour être verbeux, -u utilisateur, -d le domaine, bridge.vl, VL c'est pour Virtual Labs de mémoire, hein. Parce qu'à l'époque XCT c'était des labs qui n'étaient pas dans Hack-the-Box, donc c'était pas l'extension .htb. Collection method all, donc on récupère toutes les méthodes de collection, et -p le mot de passe, et zipns j'en ai déjà parlé. Je sais pas pourquoi il galère. Là, je vois pas ce qui le gêne. Je vais couper ça, on n'a plus besoin du répondeur. Je vais aussi me déconnecter ici, on n'a plus besoin d'accès au partage. Et je vais tenter de lancer à nouveau la commande en parallèle pour voir si il s'en sort mieux. Hop, on va accélérer un peu le move.
voir s'il bloque au même endroit ou pas. Je trouve bien un domaine, une forêt, un ordinateur seulement. Voilà, lui s'en sort beaucoup mieux. Et donc il nous a pondu le point zip de récupération des données liées à l'Active Directory. Ce point zip, je l'envoie sur Bloodhunt. Quand on lance Bloodhunt, il nous affiche ça par défaut, hein, sinon il faut aller dans le bon menu pour avoir ça. Comme ça, il ingeste en anglais, ingest, les données qu'on a récupérées de l'Active Directory. Et une fois qu'il a fini, ah bah close, je crois qu'il ferme une seule fenêtre. Et donc, est-ce qu'on a des choses? Si je regarde dans Cypher, on a les queries automatiques. Donc pour aller plus vite, je vais directement sur celle qui va être intéressante. C'est celle-ci, All Kerberos Stable Users. Et il affiche en gros que cet utilisateur de compte de service est Kerberos Stable. Alors je rappelle ce que c'est le Kerberosting. Donc en gros c'est une forme de cyberattaque qui cible les comptes de service utilisant le protocole d'authentification Kerberos. Les attaquants exploitent le protocole d'authentification pour extraire les hashages de mots de passe et craquer les mots de passe en clair associés au compte. Du coup ça c'est des choses qu'on voit très souvent sur les labs, hein. Il y a un paquet de labs où il y a du Kerberosting. Pour le coup dans la vraie vie c'est beaucoup plus rare, en tout cas moi sur mes clients je le vois pas souvent. Ce qui est bien aussi c'est qu'à l'époque c'était chiant à exploiter, aujourd'hui c'est vachement plus simple puisque dans netexec il y a un --kerberos, on va pas s'embêter. Il va récupérer comme ça le hash du compte de service SVC MSSQL et il le met dans Kerberosting. Et il le met dans un format qui est directement exploitable par H4, c'est magnifique. Donc j'ai juste à faire comme tout à l'heure, H4, le hash et le dictionnaire ROCU, et assez vite il le craque pour un mot de passe Trust No One, que je vérifie en validant avec une connexion SMB avec ce compte de service. C'est tout bon, on a compromis le compte de service SVC MSSQL. Donc là on se dit super, je vais pouvoir taper le service MSSQL. Mais en fait on pouvait déjà le taper avec le compte de Julia Wong. Du coup quel était l'intérêt de casser le compte SVC MSSQL? Dans la vraie vie évidemment ça aurait pu arriver, hein, puisque là, dans la vraie vie on n'a pas un chemin à suivre, et sur une machine Xbox c'est un peu surprenant. Et en fait si on se connecte, que ce soit d'ailleurs avec l'un ou l'autre, et avec la bonne IP surtout, tac, tac, et qu'on énumère les logins par exemple, on voit qu'il n'y a rien, qu'on n'a pas de droit sur cette base de données, et avec les deux comptes on n'a pas plus de droits. Donc en fait ça va pas être la bonne piste, ce MSSQL, en tout cas en direct. La bonne piste c'est d'analyser le fameux compte Kerberos Stable. Si je remets Bloodhunt, on voit que dans tous ces paramètres à droite il y a un SPN, Service Principal Name, qui est MSSQL SVC, et du coup on va pouvoir utiliser ce SPN pour générer un ticket. Vu qu'on a le NTLM associé au compte, puisqu'on a le mot de passe en clair, donc on a le NTLM, encore d'ailleurs un problème lié au NTLM, on peut forger un TGS, un ticket de service, en Kerberos, pour ce service MSSQL. Et comme je peux forger un ticket, et ben je vais pouvoir le forger en disant je veux des droits importants, à savoir administrateur. Donc pour ça il nous faut le HNTLM du compte SVC, MSSQL et le SID du domaine. Le SID du domaine c'est fastoche, il
il est ici, domaine SID. On l'a récupéré avec les informations de l'Active Directory via Bluetooth. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire cette attaque. Donc pour précision, il y a plusieurs techniques pour récupérer le NTLM depuis un mot de passe. En clair, une des techniques assez rapides, c'est d'utiliser Python, puisque c'est du MD4 en fait. Voilà, donc ça c'est le NTLM qui va nous intéresser. Le domaine SID on l'a, et donc on va utiliser l'outil Ticketer. Alors Ticketer, je crois pas qu'on l'ait encore utilisé sur Acksize. Donc c'est un script de Impacket, Impacket Ticketer. Et là, voilà. Qui va permettre de créer des TGT TGS, donc des tickets ticket counting ticket, ou des ticket counting service. Donc des tickets Kerberos from scratch en se basant sur des templates et en personnalisant certains paramètres de la structure pack logon info, qui est la structure de ticket Kerberos. Donc là l'idée c'est qu'on va lui spécifier que déjà on utilise le hash NTH du compte qu'on a compromis SVC MSSQL. Ensuite, on lui dit qu'on ait le domaine SID qui est pas ici, pardon, qui est là. Bim. Ensuite, on lui spécifie le domaine, donc ça c'est bridge.bl, et on lui spécifie le SPN, Service Principal Name, qui est ici. Donc ça c'est toutes les informations nécessaires dans la structure. Et là on lui dit, bah nous on veut être administrator. Bim. Et donc il me crée un ticket Kerberos dans un fichier Ccache qui devrait fonctionner sur le service MSSQL, mais par contre qui ne devrait pas fonctionner ailleurs, puisque c'est le SPN du service MSSQL. Pour l'utiliser, je mets la variable krb5ccname avec ce ticket Kerberos et je me connecte avec Impacket MSSQL sans mot de passe puisque c'est du Kerberos. Et là je suis bien administrator. Si je fais enum logins comme tout à l'heure, là j'ai beaucoup plus de choses. Est-ce que je peux exécuter des commandes avec xpcmd shell? Non, j'ai pas les droits. Mais est-ce que j'ai le droit d'activer xpcmd shell? Oui. Et donc je l'active et maintenant je peux exécuter des commandes en tant que SVC MSSQL. Et donc si je fais un xp cmd shell wami/priv, je vois qu'en plus l'élévation de privilège ne va pas être trop compliquée puisque j'ai les droits SE impersonate privilège à autoriser, enfin à activer. Et donc ça on l'a utilisé pas mal de fois. Et c'est assez fréquent, enfin c'est une attaque quand même très classique. Donc après ça va dépendre de la version du serveur. Ici la version du serveur fait qu'on va utiliser GotPotato. Donc tout ce qui est potato, patate, c'est les attaques qui sont liées à l'abus de ce privilège, mais pour des raisons historiques, l'abus se fait pas du tout pareil en fonction des versions de Windows. Il faut en gros GotPotato à l'époque quand c'est sorti, la personne qui a fait ça, qui est Python Dream, on peut aller voir d'ailleurs son GitHub si vous voulez ici. L'idée c'est qu'il a fouillé un peu sur les différentes communications de DECOM possibles, et dans le DECOM il a trouvé une nouvelle méthode qui permettait une élévation de privilège. Et ensuite il a appelé ça GotPotato. Voilà. Donc d'ailleurs on va télécharger directement sur release la dernière version de GotPotato. On va la mettre dans notre répertoire courant, à savoir Xbox Wish Machine. D'ailleurs c'est Xbox, ils sont forts, ils ont réussi à faire un challenge et une machine avec le même nom. C'est quand même dommage. Ok, et donc si je vais dans mon répertoire courant, ici on a bien récupéré l'exécutable qui permet d'exploiter GotPotato. Donc je vais créer un répertoire W où je vais déplacer cet exécutable.
c'est juste pour créer un partage web où il n'y a que ça. On va donc mettre sur le port HTTP, donc le port 80. Voilà, et donc depuis la machine cible, je vais faire une connexion de la machine attaquée vers le serveur de notre machine attaquante. Donc c'est le 10.16.32. Et je vais mettre ça en sortie dans programme data, ça ira bien. Donc XPCMD shell, un PowerShell qui va sur mon serveur attaquant en HTTP pour récupérer ce fichier qui met en sortie, il l'appelle gp.exe dans programme data. La connexion passe bien, il y a un 200, et si je vais dans programme data, oui, on est en XPCMD shell, autant pour moi. Stock. Si j'affiche le contenu, notre fichier il est bien passé, il n'est pas à 0, donc il n'a pas été bloqué par l'antivirus. Donc l'antivirus ne doit pas être activé, sinon ça bloque ça. Voilà, donc ensuite, quand on va exécuter donc ce GoToPotato, ça permet d'exécuter du code en tant qu'administrateur en abusant du privilège SE Impersonate Privilege. Du coup, quel code on veut exécuter? Bah, idéalement, on va faire un reverse shell, hein, comme ça, quand le code va s'exécuter, on va récupérer un shell avec les droits d'administration. Et donc, pour faire ce reverse shell, il faut que j'ai en écoute sur ma machine, par exemple sur le port 443, un serveur sur lequel le reverse shell se connectera. Pour le reverse shell, on va le faire sur revshells.com. On va prendre un Windows déjà. PowerShell 3 base 64, ça fera l'affaire. Donc il faut spécifier notre adresse IP. Reverse shell, j'ai dit sur le port 443. Et ma foi, ça doit être pas mal. Donc je le copie. Et je vais lancer un XPCMD shell. Programme data gp.exe. Donc je lance l'exécutable de GoToPotato et je lui spécifie une commande qui est donc le reverse shell qu'on vient de générer. Et vu qu'il n'y a pas d'antivirus, il devrait parler. Et parfait, en bas à gauche, sur notre serveur en écoute, on a bien récupéré un shell Windows avec des droits d'administration. Et donc il ne reste plus que à faire un type pour afficher le flag. Et d'ailleurs on n'avait pas récupéré le flag user. Et je crois que le flag user il est dans un partage sur cette machine. Ah non, erreur de ma part. Pourquoi j'ai fait ça? Il y a beaucoup trop de fichiers. Comment on va faire? Je crois que je suis Kenny. On relance. Je suis Kenny là aussi. Oh là là, la misère. Allez, on se la refait en entier. Bim. La bonne nouvelle, c'est que par contre, normalement, j'ai juste besoin de relancer la commande. Là, puisque le binaire, il est déjà présent dans le répertoire. Ah, ça marche même plus. Ah, c'est con ça. Bon, comme j'ai la flemme, ce qu'on va faire... Ah ouais, non, j'ai même pas récupéré le hash admin, donc je peux même pas le faire. Ah, ça y est. Ouf. Pas ouf. Si, c'est ouf. Donc, l'idée, c'était de dire que dans user, normalement, c'est là où il y a le flag. Utilisateur, qu'on a oublié de prendre tout à l'heure. Mais je crois que c'est pas le cas sur cette machine. Ouais, là on a Julia Wong, il n'y a rien dedans.
il y a bien le root dans administrator, mais c'est tout. Et si je me souviens bien, c'est parce que le flag il est dans le partage là, dans le share. Il rame un peu parce que du coup il y a le trick, j'ai lancé sur tous les fichiers qui doivent tourner de l'autre côté, voilà c'est bien ça. Et donc c'est share transfert Julia Wong user.txt. Et du coup on devait y avoir accès directement depuis le partage. Il n'y avait pas besoin de shell je pense pour récupérer ce user. Voilà. Donc les 2-3 éléments qui expliquent pourquoi on a pu pwner cette machine. Bah donc parce que NTLM n'est pas désactivé. Et parce que NTLM est dur à désactiver, puisqu'il y a plein de contraintes derrière. Mais mis à part ça, parce qu'il y avait un compte guest autorisé, parce qu'on avait les droits d'écriture sur un partage, parce que on avait un compte de service qui était Kerberos Stable. Donc plein de choses sur lesquelles la machine aurait pu être durcie pour empêcher l'attaque. Et enfin, on a le code potato. Pour éviter ça, il faut pas donner si possible les droits à une personne avec privilège, donc durcir les droits des comptes de service qui font tourner MS SQL par exemple. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking d'Elsbeth Salander.